J'arrivais plus à dormir tellement ça me faisait peur d'avoir créé toutes ces entreprises. J'étais toute seule, séparée avec 2 enfants au bout du monde. Tu as donc un organisme de formation autour de la rédaction web. Tu as permis à de nombreuses personnes de se former sur cette activité. 4000 personnes, je crois, aujourd'hui. Je perdais ma vie à la gagner et je me suis retrouvée plusieurs fois dans des situations où les clients ne m'ont pas payé. Est-ce qu'aujourd'hui, un rédacteur web peut se faire supprimer par l'IA ? Bienvenue dans ce nouvel épisode du Clash au Cash, le réveil juridique des entrepreneurs. Nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Lucie Rondelet. Bonjour Lucie. Bonjour Jean-Philippe, bonjour Henri, merci pour l'invitation. Bonjour Lucie, on a plein de choses à voir sur le plan juridique dans ce podcast avec toi. Tu as un parcours assez étonnant. Tu as créé au bout du monde une entreprise, tu as été à Nouméa. Et tu as créé une activité autour de la rédaction web. Tu es également l'auteur d'un certain nombre d'ouvrages, au moins 4 ouvrages sur la thématique, et également un dernier qui vient de paraître aux éditions Erol sur l'intelligence artificielle. Tu as donc un organisme de formation autour de la rédaction web. Tu as permis à de nombreuses personnes de se former sur cette activité. 4000 personnes, je crois, aujourd'hui. Et puis tu as un podcast comme nous, hyper réputé, Celle qui ose, ou même 2 podcasts. Oui, j'ai aussi la Pause Rédac sur justement la rédaction web et tout ce qui tourne autour du copywriting, de l'intelligence artificielle. Mais bien sûr, oui, Celle qui ose, où on interviewe des femmes audacieuses, des comédiennes, chanteuses connues, aux personnes plus audacieuses et plus dans l'ombre finalement. Alors c'est vrai que quand tu as monté cette activité, donc au bout du monde, tu étais, je crois, aussi maman. Alors, à l'époque, je vivais en Martinique et j'étais agent de voyage. Donc, j'avais une activité qui n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Et je cherchais à arrondir mes fins de mois. J'ai tapé, je m'en souviens très bien, sur Google, comment arrondir ses fins de mois. Et j'ai trouvé un article qui parlait de rédaction web sur le site radin.com. Donc, à partir de là, je me suis inscrite à des plateformes. J'ai écrit. J'écrivais en dehors de mes heures de travail, la nuit. À cette époque-là, j'avais pas encore d'enfants. J'ai continué à écrire quand j'étais enceinte et puis quand ma première fille est née. Et j'ai créé mon entreprise en 2015, donc 3 ans après avoir découvert la rédaction web et avoir commencé mon activité en plus de mon travail à temps plein. Et puis en 2018, j'ai lancé mon activité de formatrice. Et puis ensuite, j'ai créé vraiment un organisme de formation agréé à partir de 2019. Alors, on va revenir sur tous ces enjeux de l'organisme de formation, notamment ce que ça impose au niveau réglementaire, quels sont les intérêts d'en avoir un dans le plan de ton business. Mais avant, effectivement, l'idée, c'est de comprendre qu'est-ce qui t'a motivé profondément à passer à l'action, à oser quelque part, puisque, en fait, j'ai un peu l'impression que tu es le produit de ton produit, c'est-à-dire que toi-même, tu étais rédacteur web, tu es passé à l'action d'être rédactrice web, ça t'a changé la vie et ensuite, tu as voulu former d'autres personnes, principalement peut-être des femmes, à aussi changer leur vie de la même manière que toi. C'est un peu ça. Oui. En fait, j'étais donc agent de voyage et à cette époque-là, je gagnais environ 1400, 1500 euros par mois alors que je travaillais à 39 heures, que je subissais les embouteillages et j'étais jeune maman, donc je déposais ma fille à 7 heures du matin. Je la récupérais à 18h30 et je travaillais donc le soir, la nuit, les week-ends. Et je me suis rendu compte que je perdais ma vie à la gagner et que je ne voyais pas mon enfant. Je me suis dit, mais à quel moment ça sert à quelque chose de faire un enfant si on le voit pas, en fait? Donc, j'ai voulu vraiment partir sur la rédaction web et très vite, je me suis rendu compte que je gagnais plus en faisant de la rédaction web le soir et le week-end qu'en allant travailler à l'agence de voyage. Donc, j'ai osé, par nécessité, par envie. Quand on a déménagé en Nouvelle-Calédonie, de la Martinique à la Nouvelle-Calédonie, je me suis dit, c'est l'occasion de créer mon entreprise. J'ai tout simplement calculé combien je gagnais en tarif horaire. Je l'ai appliqué à 5 ou 7 heures de travail de chez moi. Et effectivement, ça s'est avéré juste. Dès que j'ai arrêté de travailler à temps plein et que j'ai créé mon activité de rédactrice web, j'ai explosé mon chiffre d'affaires et ça m'a donné envie
de former des personnes à ce métier-là parce que en fait mon confort de vie avait tellement changé. Je gagnais 3 fois plus que ce que je gagnais en tant qu'agent de voyage. J'étais chez moi, je pouvais récupérer ma fille au moindre souci, je pouvais profiter d'elle beaucoup plus longtemps et j'avais le temps de faire du sport, les courses, à manger. Ça m'a totalement changé la vie, donc j'ai eu envie de partager ça avec un maximum de personnes. Je rappelle qu'à l'époque, le métier de rédacteur web n'était pas du tout connu et n'existait pas. C'était les personnes dans la communication qui faisaient la rédaction web, donc en 2017, ce métier n'existait pas. Donc quelque part, tu l'as créé, tu as organisé ce métier. En en as fait la promotion. Alors j'en ai fait la promotion et surtout j'en ai fait un métier à temps plein alors que donc c'était qu'une option de communication autrefois. Et d'ailleurs on se rend compte que si on parle de rédaction web dans les autres pays, les autres personnes vont nous parler systématiquement de copywriting parce que le rédacteur web n'existe pas ailleurs qu'en France. Ce n'est pas un métier à part entière contrairement à chez nous. Alors, tu en as même fait une certification à Pôle emploi. Est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est-à-dire que vraiment, effectivement, tu as créé, je dirais, d'un point de vue mindset, ce métier en France, mais tu en as même fait maintenant une certification. C'est assez énorme, ça. C'est-à-dire que Pôle emploi reconnaît ce métier comme une profession. Alors, c'est plus que Pôle emploi parce que c'est assez facile d'être référencé chez Pôle emploi, il suffit d'être labellisé Calliope et ça, tout le monde peut le faire. Calliope, c'est un label sur le processus de formation, alors que la certification professionnelle, c'est une certification reconnue par l'État, enregistrée à France Compétences et qui permet de délivrer un certificat officiel. Donc nous, on a fait les démarches et on est les seuls en France à délivrer une certification professionnelle en rédaction web. D'autres font croire qu'ils l'ont, mais en fait, si on regarde de près, c'est soit une formation en copywriting, soit une formation en orthographe ou en informatique. Est-ce que ça a été dur? Est-ce que ça a été difficile d'obtenir cette certification? Et la seconde question, c'est qu'est-ce que ça vous apporte aujourd'hui? Est-ce que c'est positif et bénéfique pour ton entreprise? Alors, pour ceux qui veulent se lancer dans le processus de certification professionnelle, il faut savoir qu'effectivement, c'est très très long. On considère que c'est à peu près 300 heures de travail administratif pour la préparation de la certification et c'est ce temps qu'ont passé mes équipes. On a passé près de 2 ans à travailler sur cette certification, à savoir que pour chaque cours, il faut être capable de préciser quelle compétence a été acquise à la fin de chaque cours et comment on évalue cette compétence. Et ensuite, il faut être capable d'organiser le passage d'un examen pour permettre de certifier toutes les compétences acquises dans tous les cours. Donc, ça prend énormément de temps et c'est pour ça que très peu de gens le font. Et c'est ce qui est aussi un peu rageant de voir que après avoir fait tout ce travail, on est parfois relégué au même rang que d'autres faux organismes qui ne délivrent pas ce même type de certification. Néanmoins, je pense que c'est une vraie valeur ajoutée, c'est un vrai actif de ton entreprise qui peut aussi se revendre. En fait, encore une fois, ça c'est quelque chose qu'il est important de comprendre, c'est que quand on respecte une réglementation qui est difficile à respecter et à obtenir, quand on obtient une certification, on crée une barrière à l'entrée qui fait qu'on a une valeur ajoutée par rapport à ses concurrents et évidemment, dans ton cas, c'est une formation qui délivre un diplôme, ce que tu peux valoriser auprès de ton audience et véritablement, cette barrière à l'entrée fait aussi l'une des forces de ton entreprise, même si j'imagine que derrière, sur le plan administratif, juridique, c'est quand même un peu fastidieux par moment. J'aimerais justement revenir sur cet aspect, parce qu'il y a une transition à un moment donné. Tu es amené t'as cette idée, tu te dis j'avance, et comment tu réfléchis à ce moment-là à cette transition pour toi sur le plan juridique? Est-ce que tu te dis je mets en place des choses d'abord ou j'y vais, je sais pas trop comment on fait, mais j'y vais quand même? Alors, j'ai commencé par y aller vraiment au hasard et puis j'ai avancé parce que j'ai créé Formation Rédaction Web qui a très bien marché. Ensuite, j'ai créé Celle qui ose et puis on m'a recommandé de créer une holding pour
faire un montage en fait entre plusieurs entreprises, puisqu'après j'ai aussi créé une SCI pour commencer à investir dans l'immobilier, puis une société de consulting avec une associée, ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai 6 entreprises si je compte celle que j'ai encore en Nouvelle-Calédonie qui est en liquidation puisque je n'y habite plus. Donc j'ai eu à un moment une sorte de vertige au moment d'aller au lit. Je me rendais compte que j'arrivais plus à dormir tellement ça me faisait peur d'avoir créé toutes ces entreprises. J'étais toute seule, séparée avec 2 enfants au bout du monde et vraiment ça me donnait le vertige d'avoir créé toutes ces entreprises et je me demandais ce que j'avais fait. Donc j'ai vu dans un premier temps un coach de dirigeant à Nouméa qui m'a énormément aidée, qui m'a dit « Lucie, attention, il faut un montage juridique très solide avec ce que tu as fait puisque tu ne peux pas faire n'importe quoi. » Et donc, j'ai fait appel à un expert comptable de Montpellier qui m'aide maintenant depuis des années et des avocats pour reconstruire très proprement tout ce montage. Et aujourd'hui, j'en suis très heureuse et c'est un montage qui m'aide beaucoup dans mon activité puisque je me lance pas mal dans l'immobilier aujourd'hui. Est-ce que c'est de nature donc à te rassurer? C'est-à-dire que le fait d'avoir structuré, d'avoir mis en place les bons outils pour te permettre d'évoluer et de te développer, c'est quelque chose qui te libère d'une charge mentale, c'est ça? Voilà, s'entourer des bonnes personnes est essentiel pour moi quand on est entrepreneur. Moi, j'ai plusieurs salariés. Je suis montée à un moment à 33 personnes dans mon équipe. Donc, si on n'est pas accompagné par de bons avocats, de bons experts comptables et un coach de dirigeant, on perd pied à un moment. On a peur d'avoir mal fait. Et puis, tout est compliqué. Vous savez, le nombre d'études que vous avez suivies pour avoir ces compétences-là, on peut pas improviser quand on est chef d'entreprise. On a déjà suffisamment de responsabilités. On peut pas s'improviser avocat, expert comptable, dirigeant, manager, spécialiste en communication. Justement, Lucie, pour toi, comment tu choisis tes avocats? C'est quoi pour toi un bon avocat? C'est très difficile de choisir un bon avocat quand on n'y connaît absolument rien. Donc, moi, j'ai plusieurs avocats. J'ai vous, bien sûr, évidemment. Et j'en ai aussi un qui travaille avec mon expert comptable à Montpellier. Donc, je travaille par recommandation. Vous, je vous ai rencontré dans un événement à Berlin en 2019. Et comme vous étiez spécialiste du digital, du numérique, et qu'en plus, j'ai eu le plaisir de vous rencontrer et de voir que vous étiez sympathique et compétent, plus les notes que vous avez aussi sur toutes les plateformes de recommandation, eh bien, je me suis lancée et je regrette pas, évidemment. Merci. Dans le cadre justement de ton activité, parce que tu parles donc il y a la structuration de ton activité, mais il y a aussi la structuration du métier de rédacteur web. Et il y a, je dirais, un certain nombre de points qu'il faut voir et aborder sur le plan juridique quand on est rédacteur web. Et il y a des attentions particulières. Est-ce que tu peux nous évoquer sur ce point les difficultés juridiques auxquelles peuvent être confrontés les rédacteurs web? J'ai commencé mon activité de rédactrice web totalement à l'arrache, entre guillemets, donc j'ai pas du tout fait attention au contrat et je me suis retrouvée plusieurs fois dans des situations où les clients ne m'ont pas payé parce que je n'avais pas fait signer de conditions générales, je n'avais pas de contrat et je me suis retrouvée plusieurs fois à devoir fermer les yeux sur des factures. Alors, je suis du genre à vouloir avancer et dans ces cas-là, je me suis dit c'est pas grave, j'ai appris. Donc j'ai avancé et je me suis toujours concentrée sur des choses plutôt positives. Maintenant, pour mes élèves, là, c'est pas la même chose. On est tous différents et je sais que c'est très important pour la plupart des gens et qui ont raison d'ailleurs de s'équiper de contrats et de conditions générales de vente pour structurer leur entreprise. D'ailleurs, c'est très important parce que ça professionnalise la profession et ça crédibilise en fait le métier. Donc moi, je recommande désormais à mes élèves de s'équiper d'un pack juridique pour être sûr d'aller au bout des transactions. Ouais, c'est vrai qu'on a mis ça ensemble, ce pack juridique des copywriters, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sous cette vidéo, ce pack qui aide les rédacteurs web, le pack juridique des rédacteurs web qu'on a mis ensemble.
Et oui, effectivement, il y a quand même beaucoup d'enjeux sur les métiers des rédacteurs web, et on en reviendra aussi sur les questions d'IA, puisqu'il peut y avoir des enjeux en matière de propriété intellectuelle, avec des litiges à la clé, aussi des clients qui peuvent vous dire moi je veux tant de relectures, et en fait des clients qui sont toujours insatisfaits, etc., et qui finalement vont faire perdre beaucoup de temps. C'est tout ça qu'on voit d'ailleurs dans la masterclass qu'on fait régulièrement ensemble pour les rédacteurs web. Quelles seraient selon toi les 3 qualités d'un rédacteur? Parce que ici, il y a sans doute des gens qui nous écoutent qui veulent embaucher des rédacteurs. Il y a aussi des rédacteurs web. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont les 3 qualités qu'on doit attendre d'un rédacteur web? Alors, la qualité principale, déjà, la première, ça va être l'écoute. Parce que quand on a un prestataire de service qui ne nous écoute pas, et qui part dans ses théories et qui réalise des textes qui ne correspondent pas à ce qu'on attend, ni le message qu'on veut faire passer, et qui ne promeut pas notre produit. Ça, c'est un problème que je vois très souvent. Ce sont des rédacteurs web qui ne comprennent pas quel est l'objectif du client. Donc, la qualité d'écoute est la qualité première du rédacteur web. Il faut que le rédacteur web réussisse à se connecter à son client et à comprendre quels sont ses besoins et ce qu'il a besoin d'écrire pour apporter du chiffre d'affaires au client, parce que c'est bien joli de partager des informations, mais c'est pas forcément ça qui va rapporter du chiffre d'affaires au client. La deuxième chose, c'est évidemment le talent rédactionnel et le style. On le voit aujourd'hui, ChatGPT peut nous faire des textes neutres, professionnels, sans âme. Donc, autrefois, les rédacteurs qui avaient un type de rédaction un peu corporate étaient appréciés. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas puisque ChatGPT peut le faire. Donc, on va apprécier un rédacteur web qui a une plume, qui va avoir un vocabulaire varié et qui va réussir à mettre le bon ton et à vraiment partager une expérience. Ce qu'il faut aujourd'hui pour se différencier de l'IA, c'est partager l'expérience. Donc, et ça revient avec le premier point, se connecter au client pour pouvoir partager l'expérience du client et apporter vraiment de la valeur au web. Et enfin, la troisième qualité, ça va être les qualités relationnelles. On a beaucoup de rédacteurs qui ont peur, qui ne vont pas vers les clients ou alors qui approchent un client en faisant un monologue. Le rédacteur web est un rédacteur web qui fait du SEO. Alors, ces présentations-là ne sont pas du tout intéressantes et les clients n'ont pas envie d'aller vers des rédacteurs web qui ont le même discours, le même pitch. Donc, la clé, vraiment, c'est connectez-vous à votre client, écoutez-le et une fois que vous l'avez écouté, vous réfléchissez à ce que vous pouvez lui apporter et c'est là qu'il va vous engager. Ce côté relationnel est très important. Et si tu étais client, ce serait quoi, ou pour les clients qui nous écoutent potentiellement, ce serait quoi les 2-3 questions que tu poserais lors d'un entretien pour sélectionner ton rédacteur, ou tu aurais quelle démarche pour sélectionner un rédacteur web? Alors, déjà, je lui dirais qu'est-ce que vous pouvez m'apporter concrètement? Comment allez-vous me permettre d'augmenter mon chiffre d'affaires? Et quel serait le planning éditorial idéal sur les 12 prochains mois? Alors, c'est une question qui est longue, mais un très bon rédacteur web ou une rédactrice peut répondre du tac au tac à cette question en regardant un petit peu le site du client. Si le rédacteur ou la rédactrice est capable de répondre à ces questions, c'est que ça va très vite dans sa tête et qu'il a les capacités pour accompagner le client. Alors justement, Lucie, tu as aussi écrit un livre justement sur l'IA et le guide de l'écriture assistée par l'intelligence artificielle. Dans ce livre, d'ailleurs, on a toute une partie où tu nous interroges sur les enjeux juridiques de l'IA et c'est très très intéressant. On vous invite du coup tu nous diras d'ailleurs si ce livre a eu le succès que tu attendais. Mais derrière tout ça, moi j'aimerais qu'on parle un peu IA parce que tu as vraiment un savoir-faire, tu t'es très tôt intéressé à l'IA et donc
Est-ce que aujourd'hui un rédacteur web peut se faire supprimer par l'IA? Est-ce qu'au contraire, il doit intégrer l'IA dans son métier? C'est intéressant parce que je suis en train de travailler sur la réédition de mon premier livre et dans le premier chapitre, il y avait beaucoup de captures d'écran sur les statistiques autour de la rédaction web, de la longueur des articles de blog et tout ça. Et donc, comme je suis en train de travailler dessus en ce moment, on voit qu'il y a une rupture à partir de 2022, fin 2022, donc l'arrivée de ChatGPT. Et donc, on voit que les rédacteurs web passent moins de temps sur les articles, mais que les articles sont quand même de bonne qualité. Donc, en fait, ce qui s'est passé avec l'intelligence artificielle pour les personnes qui savent la piloter et qui la pilotent bien, c'est-à-dire qui ne délèguent pas simplement à ChatGPT la rédaction d'articles, mais qui vont l'utiliser pour préparer une structure, aller rechercher des sources, se relire, brainstormer avec l'IA en disant « j'ai écrit ce texte, est-ce qu'il y a des choses à ajouter ?» Dans ce cas-là, l'IA va être vraiment quelque chose de très positif. Elle va nous permettre de gagner du temps, de compléter nos articles, d'éviter les fautes d'orthographe, les fautes de syntaxe. On peut aussi lui demander quels seraient tes conseils pour mettre en avant tel produit. Elle va vraiment être un assistant pour les rédacteurs web et c'est quelque chose de très positif. Maintenant, on a des personnes qui utilisent l'IA générative pour générer des articles. Par exemple, rédige un article sur un piano Yamaha et la référence et comment on peut l'utiliser. Dans ce cas-là, l'IA va partager des informations neutres, pratiques et théoriques, mais ne partagera pas du tout une expérience humaine. Donc, ça veut dire que les personnes qui utilisent l'IA sans la faire retoucher par un rédacteur web ou par un expert d'un sujet, va se retrouver avec les mêmes textes que son concurrent. Donc, au bout d'un moment, alors c'est super, au début on est content, on a plein d'articles publiés, mais sur le long terme, imaginez Leroy Merlin, Monsieur Bricolage et Bricotepo qui utilisent les mêmes prompts pour leurs articles, on se retrouvera avec les mêmes articles sur tous les sites internet. Donc, la moralité, c'est faites appel à des rédacteurs web, mais faites appel à des rédacteurs web qui sont bien formés aux techniques liées à l'IA et puis qui peuvent apporter de la vraie valeur ajoutée parce que ça fera nécessairement une différence. Mais on retrouve toujours cette notion d'humanité, cette notion de il faut réintroduire même dans ces textes des choses qui sont personnelles, qui mettent de l'expérience dans personal branding et de la vie dans ces textes. Ce que j'aimerais savoir, c'est finalement dans ton parcours et toutes les difficultés que tu as pu rencontrer, parce que tout entrepreneur rencontre des difficultés. Est-ce qu'il y a des anecdotes, des points, des choses qui t'ont marqué, des histoires qui t'ont enseigné, des réveils qui t'ont réveillé, qui t'ont mis, qui t'ont soit mis au pied du mur, soit qui ont révélé aussi des talents pour t'en sortir, pour trouver des solutions. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à partager, une expérience à partager sur ce point? Justement, Jean-Philippe, ce que j'adore dans l'entrepreneuriat, c'est que on est obligé de se réinventer constamment et c'est les montagnes russes émotionnelles. Je cherche pas une vie trop plate, donc ça me convient bien. J'ai dû me challenger sur ce dont j'ai parlé tout à l'heure, tout le côté juridique, le côté structuration d'entreprise, le management, parce que moi je savais pas manager, j'ai dû improviser, manager, le développement web, les rencontres, le réseau depuis que je suis rentrée, puisque je suis rentrée il y a 2 ans en France métropolitaine. Moi, je n'avais jamais vécu en France en tant qu'adulte. Donc aujourd'hui, je découvre le potentiel et la force du réseau parisien. J'ai dû oser aussi pour aller, par exemple, avec Celle qui ose, j'ai commencé à contacter des chanteuses, des comédiennes connues en les contactant sur Instagram. Elles m'ont dit oui, je me suis retrouvée à devoir les interviewer. J'étais très impressionnée. Voilà, donc à chaque fois, j'essaie d'oser et je me dis sur un malentendu, ça peut marcher et ça marche puisque là, on est même en train de prévoir peut-être une collection pour enfants avec Celle qui ose et aussi une BD pour 2026 avec aussi Celle qui ose. Donc beaucoup de projets et là,
Figure-toi que je suis en train de prévoir de faire une formation de plaquiste pour rénover des appartements dans lesquels j'ai investi. Donc, j'essaie vraiment d'investir sur moi-même et à chaque fois de rebondir et de vivre des expériences et d'utiliser les expériences négatives, par exemple, que j'ai eues avec des travaux, où je me dis, si je m'y connaissais mieux, peut-être que je serais plus à même de faire les bons choix dès le départ. Donc, en fait, c'est ça, c'est que tu transformes toute mauvaise expérience en bénéfice et en entreprise ou en formation potentielle. Apprentissage. On est quand même dans un pays où on est assez privilégié, donc je ne sais pas si on peut dire qu'on touche vraiment le fond, mais en tout cas, quand on a des difficultés, quand on connaît des difficultés, chercher immédiatement les solutions plutôt que de s'attarder sur le problème, c'est ma façon en tout cas d'aborder la vie, finalement. Je connais des gens, en fait, je connais des entrepreneurs qui disent finalement a posteriori, j'ai bien aimé en fait avoir des difficultés parce que c'est dans ces phases-là en fait que je me retrousse les manches, que j'apprends des choses, que je progresse, parce que quand tout va bien dans le business, etc., finalement c'est confortable. Oui, effectivement. Et je ne sais pas si vous connaissez ce terme de croissance post-traumatique. En tout cas, les psys, j'ose parler de psy, il n'y a pas de problème avec ça, m'ont dit que j'avais vécu une croissance post-traumatique. Il se trouve qu'en 2018, alors que j'étais en train vraiment de cartonner avec mon activité, je me suis séparée du père de mes filles et ça a été une séparation qui a été vraiment extrêmement violente puisque j'étais au bout du monde toute seule, que ça s'est très mal passé. Je rassure les auditeurs, tout va très très bien aujourd'hui. On est en bon terme, pas de souci, mais sur le coup, ça a été vraiment un enfer à vivre. J'avais perdu 10 kilos alors que je suis pas bien grosse, mais j'ai vécu ça toute seule et en fait, je me suis lancée corps et âme dans le travail. Certains deviennent, certains se ruent sur d'autres choses, l'alcool, le sexe, la drogue. En tout cas, moi, dès que ça allait pas bien, hop, je me mettais sur l'ordinateur et ça me relaxait. C'est assez dingue. Je sais pas si d'autres personnes ont connu ça dans les commentaires. Bien sûr, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vivent ça. Hein. Voilà, donc vraiment, j'ai ce côté doudou de l'ordinateur et je suis en train... Dites-nous dans les commentaires si vous-même vous êtes workaholic et aussi le travail est un doudou pour vous qui vous permet de vous relaxer. Je pense qu'en fait, cette relation au travail, en fait, on est tellement concentré, on pense à rien, que ça déconnecte des réalités et ça permet vraiment d'être en méditation pleine conscience. Alors aujourd'hui, j'ai d'autres activités qui me permettent de faire ça sans travailler, mais voilà. Et donc, c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai un problème, je me dis, si je me concentre sur autre chose et que j'ai cette méditation pleine conscience d'investissement dans un projet, ça me permet d'éviter le problème. Alors, c'est un peu comme si on le mettait sous le tapis, mais en tout cas, j'avance comme ça et pour l'instant, ça marche. Ce qui m'a toujours frappé chez toi, Lucie, c'est cette modestie qui t'incarne en fait, alors même que tu inspires énormément de femmes, que tu es, que tu as créé des choses, des actifs, des sociétés, voilà. Mais on a l'impression que, je sais pas si c'est de la modestie ou par moments c'est finalement t'es pas toujours, tu as toujours peur que ça puisse chanceler un peu. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce sentiment? Est-ce que voilà, tu penses que les choses vont avancer positivement? Alors, j'ai un point de vue très personnel. Je sais qu'il y a de gros débats sur la méritocratie, mais moi je viens d'un milieu très modeste. Alors j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont vraiment ouvert l'esprit sur tout ce qui était la culture, le théâtre, les lectures. Il y avait beaucoup de livres chez moi, donc c'était un milieu modeste financièrement, mais très riche culturellement. Ok. Par contre, c'est vrai que pour tout ce qui est études et tout ça, mes parents m'ont dit qu'ils pourraient pas forcément m'aider. Je voulais faire l'INALCO à Paris pour apprendre le japonais parce que j'ai une passion pour le japonais. Je pouvais pas faire ces études-là et en fait j'ai trouvé les solutions par moi-même et donc je pense que par le travail on peut s'en sortir et c'est peut-être ça qui fait ce que tu peux appeler la modestie, c'est qu'en fait je pense que à partir du moment où on s'en donne les moyens et où on travaille sur soi-même, où on investit sur soi-même, on peut s'en sortir quelle que soit notre condition. À partir du moment où moi je sais que je peux
aller dormir chez mes parents, chez ma cousine, ma sœur, et avoir un ordinateur, travailler, quel que soit. J'ai vendu des churros, j'ai travaillé en boîte de nuit, j'ai travaillé en fête foraine, je dormais dans une caravane. Je veux dire, j'ai fait tous les métiers pour à chaque fois économiser et me former à chaque fois. J'ai appris le japonais toute seule avec mes boules caisses en boîte de nuit. Je veux dire, c'est une question de choix. Moi, je regarde peut-être peu la télé, je connais pas les séries. Alors, j'ai pas de culture générale sur tout ce qui est Game of Thrones et machin. Je ne sais pas ce que c'est. Mais non, parce que je dis ça parce qu'on voit beaucoup de mecs qui font un peu les cadors sur les réseaux sociaux parce que ils commencent à faire du chiffre d'affaires, alors que toi, au contraire, t'as eu des super résultats, mais tu te la racontes pas du tout, quoi, quelque part. Et est-ce que derrière, ce serait pas finalement une composante aussi féminine, finalement? Est-ce que tu penses que cette modestie, c'est pas finalement peut-être l'envie d'oser, mais de pas forcément tout bousculer, est-ce que tu vois quelque part, je pense, dans l'entrepreneuriat féminin masculin des différences? Je pense qu'il y a une simplicité et surtout le savoir de l'effort. Tu connais l'effort que cela représente, et chaque chose que tu veux faire, si tu le fais avec sincérité, et à ce moment-là, il n'y a pas une volonté de briller particulièrement, si ce n'est une envie d'aller dans une direction et de l'expérimenter. Oui, alors du coup, il y a deux questions. Est-ce que c'est une composante féminine? Oui et non, parce que on voit quand même de plus en plus de femmes exposer sur les réseaux sociaux leur réussite et leur chiffre d'affaires, tout ça. Je pense que de manière générale, quand même, les femmes ont une approche beaucoup plus holistique. Donc, comme on prend en compte un petit peu tous les aspects de notre activité, on va pas se focaliser sur le côté argent, alors que il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se focalisent sur le chiffre d'affaires et qui le partagent comme une grosse voiture ou tout ce qu'on pourrait dire de plus gros, alors que chez les femmes, c'est une approche un petit peu différente. On va dire, on a eu plus de temps pour nos enfants, on a eu et il y a aussi cette approche de ne pas de prendre en considération le fait de ne pas complexer les gens, de prendre soin de l'autre en disant parce que quand on regarde Instagram et tout ça, on sait qu'il y a beaucoup de suicides parce que les gens se comparent, parce que les gens regardent Instagram depuis leur canapé et après se disent « Oh là là, je suis rien à côté de cette personne, qu'est-ce que ma vie est nulle ?» Voilà. Donc non, j'ai pas envie de faire croire que ma vie est exceptionnelle et que parce que j'ai bien réussi professionnellement, c'est tout rose. Oui, j'avais des très beaux paysages parce que j'étais à Nouméa, mais j'étais bloquée à Nouméa contre mon gré, donc pendant 8 ans en tout. Donc je voulais pas faire croire que c'était un choix. J'avais pas envie d'édulcorer ma vie et de faire envie, sachant que derrière l'écran, peut-être qu'il y avait des personnes complexées. Ce serait quoi aujourd'hui les 3 conseils que tu dirais à une femme qui a envie de se lancer mais qui n'ose pas justement? Qu'est-ce que tu lui dirais à cette femme? Je lui demanderais ce qu'elle a à perdre et quel est le niveau le plus bas qu'elle s'autoriserait à atteindre. Parce que quand on ose quand on n'est pas attaché à des choses matérielles. D'ailleurs, j'ai lu récemment une étude là-dessus qui disait que plus on possède, moins on ose. Parce que une fois qu'on a acquis, on a peur d'oser. Les personnes qui osent traverser la Méditerranée en bateau, malheureusement, n'ont pas le choix et osent traverser, prendre des risques. Enfin, c'est souvent quand on n'a rien qu'on ose le plus, ou c'est quand on a vécu un traumatisme ou un problème, ça peut être un problème d'argent, ça peut être un problème, n'importe quel problème fait qu'on va oser derrière parce qu'on se dit, allez, il est temps de. Donc, détachez-vous de votre confort, si vous avez du confort, quel qu'il soit, et dites-vous, au pire, qu'est-ce que j'ai à perdre et quel est ce niveau le plus bas, et je m'autorise à descendre à ce niveau le plus bas si jamais je n'y arrive pas, pour ensuite rebondir, parce que c'est dans ce moment-là que je vais être créative. Je rebondis là-dessus parce que vous pouvez regarder le podcast de Joanne Caroline, et justement Joanne Caroline était dans dans ce confort dont tu parles, et elle explique dans ce podcast à quel point justement ça a été
plus compliqué pour elle, à quel point le regard des autres dans ce confort était beaucoup plus difficile à assumer, et à quel point ça a été plus difficile justement d'être dans ce confort et de se lancer, parce quelque part on lui disait mais pourquoi tu te lances, t'as du confort de vie, etc. Et c'est exactement ce que tu dis aussi, quelque part faut être à un moment donné aussi un peu dos au mur, c'est là où en fait tu vas vraiment passer à l'action, et donc toi, tu encourages aujourd'hui les femmes à passer à l'action, enfin. Oui, parce que ça leur permettra de s'accomplir et de se sentir capable d'eux. C'est comme moi avec mes travaux en ce moment où je veux apprendre l'électricité, la plomberie, le placo. Donc c'est vraiment aller se confronter à ce qui nous fait peur pour repartir des bases et oser. Je voudrais juste dire deux choses. J'ai une de mes élèves qui est une ancienne pédopsie qui a fait, je crois, plus de 10 ans d'études et qui n'a travaillé que 7 ans, donc 17 ans d'investissement pour finalement se reconvertir dans la rédaction web. Et elle a été soutenue par ses proches. Et je voudrais juste dire quelque chose qui va à l'encontre de ce qu'on entend le plus souvent, à savoir, oui, c'est facile pour toi. Je parle pour les gens qui ont un confort matériel, des parents qui ont pu les aider. On leur dit souvent, oui, c'est facile pour toi, t'es dans le confort, tu peux le faire, tu prends pas de risques. Mais en fait, justement, ces personnes-là qui ont toujours connu le confort des personnes qui les encourageaient, eh bien, c'est très audacieux d'oser casser les codes, revenir en arrière et sortir de leur confort pour aller se confronter à une vie de freelance où il va falloir aller démarcher des entreprises, essayer de vendre ses prestations, oser commencer peut-être à gagner 500 ou 1000 euros par mois. Et finalement, c'est audacieux, on ne parle pas assez de ces personnes-là qui osent. Et est-ce que tu ne crois pas qu'en fait, il y a quelque chose de l'ordre de, en fait, chez les femmes, j'ai plus de croyances limitantes quand je suis une femme, et j'ai besoin de prouver finalement beaucoup plus que je suis capable de faire un certain nombre de choses, et c'est vrai que du coup on voit beaucoup plus ce mindset de femmes qui empilent les diplômes, empilent les choses pour quelque part, parce que comme s'il y avait besoin de plus prouver en fait qu'on est capable de. Oui, alors ça c'est systémique et de toute façon c'est prouvé aussi par des études. Malheureusement, j'ai pas les références ici, mais les hommes ont tendance à s'évaluer au-delà de leurs compétences et donc à oser puisqu'ils pensent qu'ils sont mieux que ce qu'ils sont dans la réalité. Ça vaut aussi pour le physique. Il y avait des photos d'hommes qui avaient été prises et on leur donnait une note et eux ils s'évaluaient toujours plus beaux que ce que que la manière dont les autres personnes les percevaient. Et c'est pareil dans tous les domaines. En fait, de manière générale, les hommes se positionnent au-dessus de ce qu'ils sont, alors que les femmes se positionnent en dessous. Et je pense que c'est dû au fait que pendant des siècles, on nous a toujours relégués au rang à une certaine époque déjà d'animal domestique. Et puis après, le droit de vote, le droit d'avoir un compte bancaire, c'est le siècle, c'est même pas le siècle dernier. Donc les femmes sont en train de s'émanciper. Je sais qu'il y a des personnes qui pensent que ça sert à rien d'être féministe parce qu'on a déjà tous les droits, mais c'est loin d'être acquis et il y a encore énormément de différences de salaire, de considération et de beaucoup de choses. Tu parles justement d'oser, de faire en sorte que les femmes, même les hommes qui entreprennent, osent. Et on rencontre, nous, beaucoup d'entrepreneurs qui ont envie, mais n'osent pas, par peur des aspects juridiques auxquels ils peuvent être confrontés, par peur de mal faire, par peur de... Toi, de ton côté, est-ce que tu as procrastiné à un moment donné avant de te lancer? Est-ce que ça a pris du temps d'y aller, de passer à l'action, ou tu t'es lancé dans le bain en te disant j'y vais, je me lance et puis on verra après? Quel a été justement ce passage qui est parfois pas évident pour bon nombre de personnes qui ont un projet entrepreneurial mais qui se disent je suis gêné de me lancer parce que ça me fait peur? Alors ces personnes devraient se dire que ça fait partie du budget pour la création d'entreprise. Si on passe à côté de ça, on risque de perdre beaucoup d'argent. Moi là, j'ai travaillé récemment avec une entreprise en laquelle j'avais confiance parce que je connaissais les dirigeants et ils m'ont demandé de les dépanner sur une prestation de service et comme je les connaissais, j'ai pas signé de contrat. Aujourd'hui, je suis en attente d'une facture de près de 7 000 euros. Ah oui.
et je n'ai pas signé de contrat. C'est flagrant ça, parce qu'on voit très régulièrement des entrepreneurs qui sont même très avancés, qui à un moment donné se disent bon bah avec un tel ou un tel je ne vais pas faire de contrat. Et en fait deux choses, c'est que le contrat, bah déjà ça va vous sécuriser si vous en avez un qui est bon, on est très content de ressortir un bon contrat. Et puis la deuxième chose, c'est qu'en fait souvent, le simple fait de faire le contrat, bah, ça va permettre de lever les malentendus, les ambiguïtés, parce qu'en fait, très souvent, on se dit oui, on est d'accord là-dessus, mais en fait, on n'est pas réellement d'accord sur les choses. Et c'est comme quand on va s'associer, quand on va faire un projet en commun. Il faut écrire noir sur blanc ce sur quoi on est d'accord. Ça permet aussi de voir qu'il y a des choses sur lesquelles on est potentiellement en désaccord. Et c'est pour ça que toujours mettre en place un contrat est un bon réflexe. Nous, ça nous a même permis, sur certains partenariats, de se dire finalement, on n'avance pas. Alors qu'en fait, on n'aurait pas fait de contrat, on serait avancé et il y aurait eu un litige. Ou ça nous a permis, au contraire, même sur des négociations qui étaient arides, au final réussir à dépasser cette négociation aride et donc du coup au final créer un bon partenariat parce qu'on a réussi à dépasser ensemble, puisqu'une négociation c'est toujours un travail en équipe, une négociation aride pour arriver à un bon résultat. J'ai une petite question aussi dans ton évolution et dans ta croissance. Tu disais à un moment donné, je me suis retrouvé avec 33 personnes à manager. C'était pour un certain nombre, j'imagine, des freelances, où tu as eu affaire aussi, tu as eu des salariés. Comment, je dirais, justement sur le plan contractuel, comment les choses se sont passées avec ces freelances? Est-ce que tu as signé des contrats, tu as mis en place, il y avait des clauses spécifiques que tu avais prévues? Oui, bien sûr, on a des contrats pour chaque freelance. Les freelances ne doivent pas facturer plus de 50% de leur chiffre d'affaires à une entreprise. Sinon, ça peut être considéré comme un salarié caché. Donc nos freelances doivent impérativement refuser des CDI qu'on leur propose et ils doivent par exemple ils doivent impérativement avoir d'autres clients que nous. Ça c'est pour les freelances. Pour les salariés évidemment, on a des contrats pour les salariés qui sont en CDI aussi et on a aussi une contrat pro. Donc contrat, tout est contractualisé, tout est verrouillé, on a fait très attention à tout. Alors, avec les freelances, effectivement, ce qui est vraiment important, c'est la question du lien de subordination. Vous pouvez avoir ponctuellement quelqu'un qui travaille et qui vous facture quelque part et vous êtes son seul client. Hein. Quand on démarre, parfois, on n'a qu'un client. Mais c'est vraiment la notion du lien de subordination qui est importante. C'est-à-dire, est-ce que, en fait, vous avez un pouvoir hiérarchique, un pouvoir de sanction sur cette personne. Et si le lien de subordination est prouvé, c'est là où il y a un véritable risque de requalification de contrat de travail. Ce qu'il faut savoir sur le lien de subordination, c'est que les tribunaux, le Conseil de prud'homme notamment, vérifient in concreto, c'est-à-dire au cas particulier, si la relation a été une relation d'employeur à employé plutôt que de prestataire à client. Et comment les choses se passent? Souvent, on regarde aussi la manière dont on rédige des mails pour s'adresser au freelance. Si on lui donne des instructions, si on lui impose des horaires, si on lui dit quand est-ce que tu prends tes congés, non, j'accepte pas, etc. Tous ces éléments entrent en ligne de compte, sont des critères pour apprécier si oui ou non il y a contrat de travail. Donc il faut faire attention, au-delà même du contrat qu'on peut signer avec le freelance, il faut faire attention à la manière dont on va se comporter avec lui et ne pas agir comme un employeur vis-à-vis de ce freelance. Nous allons clôturer ce podcast. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à partager. Merci Lucie pour toute la valeur que tu as apportée. J'aurais une dernière question pour toi, c'est si tu devais reparler à la petite Lucie, ou même si tu avais quelque chose à dire à l'une de tes filles, est-ce que ce serait la même chose sur ton parcours? Qu'est-ce que tu dirais justement à la petite Lucie quand elle avait 10 ans ou... Quel regard aujourd'hui elle porte sur toi en voyant ton parcours, et est-ce qu'elles ont conscience, je dirais, de tout ce que tu as fait? Ou elles voient leur maman d'une manière, en se disant quelle formidable maman. Je pense qu'à cet âge-là, toutes les petites filles sont fans de leur maman. Pour l'instant, elles sont plutôt positives à mon égard, et pourvu que ça dure, parce que il va y avoir une rupture
Voilà, il va y avoir une rupture à un moment ou à un autre, on pourra pas y échapper, mais pour l'instant, elles sont très mignonnes et elles ont envie de faire beaucoup de choses comme maman. Merci Lucie. Merci à vous.